Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Pierre-Valéry Archassal. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'en 7 minutes, on fasse le tour de 7 mots ou expressions qui sont couramment utilisés en généalogie. Car effectivement, souvent, ces mots ou ces expressions sont utilisés en contresens ou bien avec des imprécisions. Alors ensemble, rétablissons la vérité, le vrai sens de 7 mots ou expressions généalogiques. Le premier de ces 7 mots, c'est « ancêtre ». Alors vous me direz « ancêtre » ? Pourquoi ? C'est évident pour tout le monde ? Eh bien apparemment pas. Selon certains, les ancêtres, ce sont tous les individus qui figurent dans l'arbre généalogique. Ah non, erreur. Un ancêtre, c'est quelqu'un dont on descend. Autrement dit, un oncle, une tante, un cousin, même un cousin de l'arrière-grand-mère qui vivait au début du 19e siècle, eh bien tous ces gens-là ne sont pas des ancêtres. Ce sont des collatéraux, ils appartiennent à votre parentèle, mais vous n'en descendez pas. Alors, soyez précis, dites bien maintenant qu'un ancêtre, c'est quelqu'un dont vous descendez. Un cousin n'est pas un ancêtre. À moins que... Le deuxième mot, c'est obéit. O-B-I-I-T. On le rencontre souvent en marge des actes de baptême dans les registres paroissiaux. Obéit, en latin, c'est la contraction de obivit, c'est-à-dire « il est mort ». La mention placée en marge de l'acte de baptême évitait au curé d'écrire un acte complet de sépulture pour un enfant mort en bas âge. Quelquefois, en plus d'obéit, il rajoutait le jour et le mois du décès de l'enfant. Tout cela pour éviter quelques lignes d'écriture. Autrement dit, quand vous voyez un acte de baptême en marge duquel figure obéit, ne cherchez pas d'acte de décès ou de sépulture de l'enfant et ne cherchez pas non plus malheureusement de destinée à celui-ci, c'est-à-dire pas la peine de chercher un mariage ou une descendance. Il est mort en bas âge. Pour la troisième explication de vocabulaire généalogique, j'ai choisi de vous parler de l'expression « de droit et de fait ». C'est une expression qu'on rencontre souvent dans les actes de mariage où il est indiqué que l'un des conjoints est de fait de cette paroisse et de droit de telle autre paroisse. Eh bien, le fait qualifie l'endroit où on habite, où on demeure, alors que le droit qualifie la paroisse dont on dépend juridiquement ou canoniquement. Autrement dit, quand je suis de fait de telle paroisse, c'est que j'y ai élu domicile, mais je peux être en même temps de droit de telle autre paroisse, par exemple si j'y suis né, si mes parents y habitent, ou bien même si par exemple je considère que je dépends toujours du curé et de l'église de cette paroisse. Ce qui fait que plusieurs bans doivent être publiés, à chaque fois dans la paroisse de fait et dans la paroisse de droit. Le quatrième mot dont j'ai choisi de vous parler, c'est le mot brevet. On appelle en effet un acte en brevet, un acte qui est établi et délivré directement à l'intéressé, contrairement à une minute que le notaire va conserver dans ses archives, comme par exemple pour un contrat de mariage, un inventaire après décès, un testament ou autre. L'acte en brevet n'existe pas dans les archives du notaire, tout au plus en trouverez-vous une trace sur son répertoire. Les actes en brevet concernent par exemple les procurations, les actes de notoriété ou les autorisations pour mariage. C'est pour ça qu'on trouve souvent des autorisations pour mariage délivrées par des parents qui ne peuvent pas se déplacer, délivrées à leur enfant pour l'autoriser à se marier. Il y est fait référence à un notaire, à une date, mais vous ne retrouverez pas l'autorisation dans les archives du notaire car l'acte était en brevet et son unique exemplaire a été annexé à l'acte de mariage puis détruit comme la plupart des pièces annexes l'ont été au fur et à mesure du temps. Rappelez-vous donc qu'un acte en brevet existe en un seul exemplaire et que vous ne pourrez que très rarement le retrouver, contrairement aux minutes des notaires. La cinquième notion de vocabulaire que je souhaitais aborder, c'est le répertoire civil. Peut-être avez-vous remarqué en marge de certains actes de naissance la mention RC suivie d'un numéro et ou d'une date. Eh bien, RC, ce sont les initiales de répertoire civil. Cela peut concerner
un acte survenu pendant la vie de l'intéressé. Le plus fréquemment, il s'agit d'un changement de régime matrimonial ou d'une mise sous tutelle. Ainsi, par exemple, une personne âgée qui ne sera plus capable de gérer ses biens ou sa vie pourra être mise sous tutelle, et cette mise sous tutelle fait l'objet d'une inscription au répertoire civil, reportée RC, en marge de son acte de naissance. Et si vous voulez en savoir plus sur un de vos ancêtres pour lequel la mention RC existe, vous pouvez demander une copie de ce répertoire civil. Le 6e terme sur lequel je souhaite intervenir, c'est pupille de la nation. En effet, on confond souvent pupille de l'État et pupille de la nation. Cela n'a rien à voir. Pupille de la nation, c'est un enfant dont un des parents a été tué ou blessé lors d'une guerre, d'un attentat ou autre, et que la nation prend à sa charge pour certains avantages comme l'éducation, par exemple. Alors que pupille de l'État, c'est plutôt synonyme de pupille de l'assistance publique. C'est-à-dire, ce sont des enfants nés sous X, des enfants orphelins, des enfants abandonnés, que l'État va prendre en charge pour leur éducation dans des centres spécialisés. Ne confondez donc pas pupille de la nation, enfant dont un parent a été victime d'un fait de guerre ou attentat, et pupille de l'État, où il s'agit d'un enfant qui a été délaissé pour X ou Y raison par sa famille. Pour terminer cette vidéo de 7 minutes sur les 7 termes ou locutions généalogiques expliquées, je voudrais vous parler du cousin à la mode de Bretagne. On dit d'ailleurs aussi cousin à la mode de Bourgogne, parce que bien que les régions soient assez éloignées, le sens est le même. Dans le langage courant, souvent le cousin à la mode de Bretagne, c'est un cousin lointain, et on ne sait pas trop quel est le lien de parenté qui nous unit. On est cousins, mais alors comment? On se le demande. Eh bien, dans le langage généalogique, cela a un sens très précis. Le cousin à la mode de Bretagne, c'est le fils d'un cousin germain d'un de mes parents. Je recommence. Ma mère a un cousin germain, ses enfants sont mes cousins à la mode de Bretagne. C'est facile, non? Et on parle même d'oncle ou de tante à la mode de Bretagne si on décale les générations. Ce fameux cousin germain de ma mère, eh bien pour moi, c'est mon oncle à la mode de Bretagne ou mon oncle à la mode de Bourgogne. Et c'est pour ça que ces enfants deviennent mes cousins à la mode de Bretagne. Voilà, c'est terminé pour ces 7 minutes. Je vous laisse découvrir d'autres vidéos sur le thème de la généalogie et je vous dis à bientôt!